Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 11 août 2021 et tout de suite, voici les titres à la une ce soir. Direction le Chablais. Après un épisode de pluie intense, plusieurs axes routiers ont été fermés en attendant leur sécurisation. Un chantier qui vient de débuter. Et puis nous partirons à la découverte de l'un des patrimoines les plus méconnus de notre territoire, les mines de montagne. Une véritable page d'histoire qui s'expose en ce moment à l'abbaye d'Hautecombe. Coulées de boue, branches cassées, les fortes pluies ont laissé quelques traces sur leur passage. Sur la RD 22 à proximité de Vinziers, la circulation est désormais coupée. Le conseil départemental de Haute-Savoie lance un programme de travaux de sécurisation. Certainement l'un des plus gros programmes sur le mandat à venir, avec pas loin de 40 millions de programmés par la réalisation de galeries ou casquettes, selon comment on les appelle, des zones de protection qui tendront à approcher, je dirais, le risque minimum sur cette voirie départementale. Évidemment, en montagne, on ne peut pas atteindre le risque zéro, mais en tout cas, les efforts du département, c'est de s'y approcher. Près de 40 millions d'euros seront mis sur la table pour renforcer la protection de cet axe. Les terrains seront purgés et davantage de filets seront installés pour plaquer les résidus de coulée. Un programme qui ne devrait pas perturber les activités touristiques. C'est pour ça que les travaux se font par tronçon. Et donc les premières tranches de travaux, au-delà de cet éboulement, va démarrer maintenant que la route est coupée jusqu'au 6 décembre. Mais au 6 décembre, la route sera réouverte pour l'activité hivernale. Et puis dès que l'hiver ça finit, on rattaquera des travaux pour sécuriser la route, sans pourtant trop pénaliser, en tout cas le moins possible, l'activité touristique été comme hiver. Ces travaux permettront de protéger les futurs techniciens à pied d'œuvre pour creuser par exemple de nouvelles galeries. S'immerger dans l'univers des mines de montagne et découvrir une partie de l'histoire savoyarde souvent méconnue. C'est ce que propose le département de Savoie à l'abbaye de Hautecombe, une exposition complète pour comprendre l'extraction de précieux minerais qui ont alimenté une économie insoupçonnée dans les vallées savoyardes. On pense à la Savoie pour son terroir, sa gastronomie, ses sports d'hiver, et pourtant il y a près de 1000 mines sur l'ensemble du département, donc un patrimoine à explorer et à découvrir. C'est beaucoup et la moitié concerne des mines métallifères, donc une activité de traitement des métaux qui est importante dès le néolithique et jusqu'à la fin des années 1970, donc c'est une histoire encore récente. L'exposition nous fait remonter le temps. On y apprend comment l'activité minière et métallurgique a fait se transmettre un savoir-faire, de l'extraction à la coulée du métal en fusion jusqu'à la fabrication de bijoux, d'armes ou d'objets en métal. De plus, toutes ces ressources sont comptées dans l'histoire politique du territoire. Les mines de montagne sont autant synonymes de fortune que de faillite. Du fer, du cuivre, du bronze et même de l'or se cachent sous nos pieds. Sous les pistes de ski de la Plagne, par exemple, se trouvait la plus grande mine de Savoie. C'était même la dernière mine argentifère en activité dans le département. Pour sensibiliser dès le plus jeune âge sur ce pan de l'histoire, 2 nouveautés ont été mises en place cette année. Le but, c'est de leur faire repérer qu'est-ce qu'un filon, en fait, qu'est-ce qu'une petite veine de roche avec du métal dans la montagne, par quelle méthode. Donc on leur fait découvrir, comme les adultes, l'attaque au feu, la première méthode depuis le néolithique, puis la petite pointe-rolle, la petite pioche qui servait à aller enlever du minerai. Qu'est-ce qu'on préfère faire quand on vient à l'exposition Mines de montagne ? C'est un jeu de stratégie qui a été créé par la conservation du patrimoine pour animer l'exposition. Ça plaît bien parce que c'est ludique et cet aspect on est tous ensemble et puis qui va gagner, ça ils aiment bien. À partir de 5 ans, c'est donc l'occasion de mettre en application de manière ludique ce que l'on a appris en visitant l'exposition. Une partie de la scénographie a même été spécifiquement pensée pour les enfants. Si vous vous sentez plutôt l'âme d'un stratège, libre à vous d'incarner un des 6 personnages de l'histoire savoyarde. Quel que soit votre âge, seul ou en famille, vous avez jusqu'au 19 septembre pour découvrir cette exposition gratuite à l'abbaye de Hautecombe. Elle est partout dans le village et en colore place, maisons, chapelles et fontaines. Cette pierre grise qui devient noire quand elle s'élève en marbre, c'est une roche calcaire exploitée autrefois dans 8 carrières autour de Samoin. Dès le XVIe siècle, les Frahans, comme se nommaient les tailleurs de pierre, ont fait la réputation du village. C'est vraiment important d'avoir à l'idée que ces tailleurs de pierre, ces Frahans de Samoin, ils étaient à la fois dans un savoir-faire manuel, mais aussi dans quelque chose de plus intellectuel, et qu'ils ont énormément voyagé à travers l'Europe. Et non seulement ils ont ramené de la richesse économique au village de Samoin, mais aussi un patrimoine de sculpture sur pierre.
mais aussi une richesse intellectuelle. Cet héritage des tailleurs de pierre, la Société des maçons et la mairie de Samoin, ils cherchent à le valoriser en invitant tous les 2 ou 3 ans des sculpteurs contemporains lors de symposiums de sculpture sur pierre qui viennent sur un thème précis réaliser des sculptures dans des pierres du Gifre, puisque c'est la présence des carrières de calcaire autour de Samoin et de Six-Fers-à-Cheval qui a donné naissance à ce savoir-faire bien local. Si la pierre a fait la renommée de Samoin, sa position centrale en fait aussi la ville la plus importante du Faucigny au tournant de 1800. Samoin était un véritable carrefour entre le Faucigny, le Chablais et le Valais. Le village était aussi le terminus d'une ligne de train partant d'Annemasse. La gare a ainsi été un vecteur du développement touristique. À partir de 1950, le village devient station et développe son domaine skiable jusqu'à se raccorder à Morillon, Flaine et Sixte pour former le domaine du Grand Massif. Mais la richesse du village se trouve encore dans ses trésors cachés. L'un d'entre eux est un cadeau fait par une habitante hors du commun. Cet été, on propose à Samoin l'exposition Marie-Louise Jailly qui revient sur la vie de cette femme extraordinaire, native de Samoin, petite savoyarde qui est partie à la capitale à l'époque des grands magasins. Elle a commencé comme simple vendeuse au bon marché et ensuite elle a rencontré Ernest Cognac et à eux deux, ils vont fonder un empire commercial qui est la Samaritaine. Et avec cet empire commercial, ils vont dégager une importante fortune qu'ils vont redistribuer en partie auprès de leurs employés et en partie avec des œuvres philanthropiques, des œuvres de charité, donc des orphelinats, des maisons de repos, etc. Et Marie-Louise ne va pas oublier son village natal et va offrir à Samoin un jardin botanique, la Jaïsinia, ainsi qu'une maison du docteur. 3 kilomètres de chemin dans cet univers onirique sont ainsi à parcourir librement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un petit topo, une bouffée d'air frais qui va nous emmener depuis le lac d'Annecy jusqu'à tout là-haut, les crêtes du Taillefer. Allez, c'est parti, suivez-moi. On a donc posé notre voiture au pied de l'église de Douin pour prendre le petit sentier qui va nous mener en un premier temps sur le chemin de Jésus à la découverte de la grotte de Notre-Dame-du-Lac. Première étape très facile en attendant les crêtes un petit peu plus haut, voire plus pour les motivés et ceux qui n'ont pas le vertige. On va voir ça. Petite rando donc idéale pour une sortie en famille mais qui conviendra aussi aux sportifs avec plusieurs extensions de parcours possibles. Ponctué de nombreux panoramas sur le lac d'Annecy, les Bornes et les Bauges, l'itinéraire reste essentiellement dans la végétation. Très agréable donc malgré les fortes chaleurs. Je crois que j'ai fait la rando une petite semaine trop tôt. C'est encore blanc, raté. Et après une petite demi-heure, on sort sur les belvédères de la crête. Si le balisage est sporadique, pas ou peu de questionnements sur l'itinéraire, le sentier étant très bien tracé. Depuis la grotte de Notre-Dame-du-Lac, suivre le crêt du Bourg jusqu'aux Terres Noires à 650 mètres d'altitude. De là, une sente indiquant le mont Gerbet permet de boucler la balade pour les petits marcheurs ou les familles avec des enfants. Pour autant, pour les motivés, c'est là que la randonnée devient véritablement intéressante. Quelques petits passages rocheux mènent en effet à la suite de l'itinéraire.
Depuis le parking, il faut donc compter une petite heure de marche pour atteindre le point culminant, le fameux Crêt du Bourg et son belvédère aménagé à 765 mètres. Après une heure de marche, on a fait vraiment l'essentiel du dénivelé. On arrive vraiment sur les beaux points de vue du petit lac. Comme vous pouvez le voir derrière moi, bout du lac, Doussard, La Tuile, Chaparon et la réserve au fond. Bref, un super panorama. Mais je crois que nous, on continue juste encore un petit peu derrière. À partir de là, on arrive sur la carrière. Sur son côté sud, il faut rester vigilant. Une sente discrète part sur la gauche, jalonnée de petits cairns. Moyennant un pas d'escalade facile, on arrive au passage des Cérassons. Itinéraire engagé, très vertical, même si la végétation dense permet de ne pas se rendre compte de la falaise en contrebas. Une main courante permet de rester sur le bon itinéraire. Pas vraiment de difficulté pour les personnes ayant le pied montagnard, même si le chemin peut vite devenir glissant avec la pluie. Moyennant quelques pas de désescalade facile et une échelle, on retrouve assez vite le plat. De là, suivre le sentier jusqu'à la piste forestière que l'on suit par la gauche. Une piste qui vous ramènera sur Brédannes et les bords du lac. De là, on atteint rapidement la piste cyclable qu'il vous faudra suivre jusqu'à votre point de départ. Pour ce tour, il vous faut compter 3 bonnes heures en prenant en compte la petite pause déjeuner avant la redescente. Un classique du lac d'Annecy qui peut pourtant être parfois victime de son succès, surtout en période estivale. Nous voici déjà à la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte avec quelques belles images du lac d'Annecy vu du ciel. Juste après la pub, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT. D'ici là, passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.